Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïsila, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Depuis plus de 6 ans maintenant, à votre service pour cette émission, oui. Les GG sur Radio Espace, tous les matins, on vous donne rendez-vous, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Ça se passe désormais aussi sur Espace TV, tous les soirs à partir de 22h30, juste après la rédaction. Nous vous donnons rendez-vous. Vous avez la possibilité de réagir évidemment en nous envoyant des SMS à ce numéro de téléphone. Si vous êtes en Guinée, ça se passe chez Orange, GG au 837, le 00224 657 39 13 13, l'autre numéro de téléphone. Sinon, le site de la radio aussi opérationnel. En direct, vous pouvez réagir avec plaisir. On va essayer de remonter les messages en direct. Un cycle ininterrompu de manifestations pour protester et s'opposer à l'exécution du calendrier électoral décidé par la CENI. Oui, l'opposition guinéenne ne fait pas la dentelle. Elle lance dès ce jeudi les hostilités à travers une journée ville morte à laquelle elle appelle donc ses militants. Par ailleurs, l'opposition ne compte point reprendre le dialogue avec un gouvernement, dit-elle, qui ne respecte pas ses engagements. Que se passe-t-il de ce côté? Qu'est-ce qui fâche autant l'opposition? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Et là, c'est Ludanin Diallo, il est président de l'UFDG. Il sera notre invité ce matin. Bonjour Ahmed. Bonjour Lamine. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour. Bonjour à vous, Roby. Bonjour. Voilà, bonjour Tamba. Bonjour. Voilà, Abakadjo, le bonjour. Le micro n'est pas activé, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Djibril, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà, une décision hier, du ministre de la Com, le roi Makanera a encore frappé Roby. Pourquoi le roi? Pourquoi le roi? Pourquoi le roi? Tu sais pas pourquoi. Une décision inqualifiable, moi je dis. Non. Non mais attendez. Rentrons dans les détails, Roby, c'est important. Non mais Paul Moussa Diawara, il est rentré en croisière contre les sociétés de téléphonie. On l'a bien compris. Je ne suis pas contre la décision du ministre, mais je voudrais que cette décision soit administrativement justifiée. Et en plus de cela, je voudrais qu'on me dise les raisons pour lesquelles Paul Moussa Diawara a été suspendu. Si c'est parce que eux-mêmes... Parce qu'il a décidé de récupérer l'argent de absolument. l'État. Mais est-ce que... Il y a les dessous en fait. Parce que je veux dire... Je ne sais pas si vous avez consulté le site Guinée 7 qui est partenaire à la Radio Espace, où on dit, je ne sais pas trop, je ne suis pas trop entré en profondeur là-dedans, à dire qu'il serait opposé à une décision du président, parce qu'apparemment c'est le président qui a demandé à réintégrer les cadres qui ont été suspendus. Non. Je te dis ce que j'ai vu sur le net. Écoutez, ce que je veux dire, à partir de ce moment-là, il faut aller au-delà de cela pour dire que Paul Moussa Diawara a été sanctionné parce que tout simplement, il a eu affaire à plus gros que lui, les sociétés de téléphonie. Non mais ni arrêtez. La dernière fois, Moussa Moïse a dit ici, et moi je suis finalement d'accord avec lui, que s'il était rentré dans le jeu, s'il s'était servi lui aussi dans l'assiette comme les autres, comme les Macanera, le fond et tout, il serait intouchable aujourd'hui. Je veux dire, non mais il est victime de sa faiblesse parce que vous vous rendez bien compte que cette affaire a commencé depuis très longtemps. Paul Moussa Diawara est rentré en croisière avec les sociétés de téléphonie, il a voulu récupérer l'argent de l'État, l'argent du contribuable guinéen. Ça n'a pas plu à d'autres parce qu'ils font les tours dans ces sociétés de téléphonie. Je veux dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un arrêté qui est tombé quand même. Un arrêté qui dit quoi? C'est une décision. Une décision qui se justifie par quoi? Paul Moussa Diawara a fait quoi? C'est ce que je veux comprendre. Je veux qu'on me dise. On va faire comme la RTG si tu le veux bien. Il n'y a pas de problème. Tamba va bien s'occuper de ça. Il n'y a pas de problème. Allez, on va lire la décision. Voilà, Radio-Télévision guinéenne. Voilà, et justement, on va dire qu'avant le journal, cette décision qui vient de nous tomber dans les mains. Le ministre de la Communication, vu la loi L029 portant création, organisation, fonctionnement et contrôle des structures des services publics, vu la loi L028 portant statut général des fonctionnaires, vu le décret portant création du ministère de la Communication, vu le décret portant nomination des membres du gouvernement et considérant les nécessités du service, décide. Article 1. Monsieur Paul Moussa Diawara, directeur général de l'Office guinéen de publicité OGP, est suspendu de ses fonctions pour insubordination et violation répétée des articles 75 et suivants du statut général des fonctionnaires. Article 2. La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Conakry,
le 27 mars 2015, le ministre de la Communication, Al-Hussein Makanera Kake. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, déjà, Tamba, votre avis là-dessus. Hein, moi, en fait, je ne souhaiterais pas du tout qu'on commente cela, dans ce sens que, non, comme vous dites, il y a des dessous. Oui, c'est important. J'y vais avec mon avis. Voilà. Je pense que là où nous sommes, il y a une guerre d'ego qu'il faut relever. Mais au-delà de ça, de grands intérêts qui sont en jeu. J'ai voulu m'intéresser à la question... Non, je vais y venir. J'ai voulu m'intéresser à la question de savoir si le président de la République avait bel et bien sa main à l'intérieur de cette décision-là. Mais il apparaît, en tout cas, de ceux que nous avons pu rencontrer, il apparaît qu'il s'agit d'abord d'une initiative du ministre Makanera. Alors on se pose la question, est-ce possible, c'est la première question parce que j'en ai deux, est-ce possible pour un ministre de la République de suspendre un cadre qui a été nommé par décret présidentiel ? C'est la première question qui se pose. Nous avons appris qu'il est bel et bien possible. C'est pour cela qu'on n'avance pas dans ce pays. Justement, nous avons appris, Lamine, qu'il est bel et bien possible. Parce que même les petits rédacteurs en chef du côté de la RTG et tout ça, les directeurs ne peuvent rien faire là-dessus à dire « ouais, je suis nommé par décret ». Voilà, justement, nous avons appris qu'il est bel et bien possible, qu'il est bel et bien possible pour un ministre de suspendre un cadre nommé par décret présidentielle. Mais il y a un certain nombre de choses à respecter. D'abord, avant d'en venir à la suspension, qui d'ailleurs ne figure pas au niveau du statut général du fonctionnaire, nous avons vu la hiérarchisation des sanctions qui doivent être prises. Il n'y a pas la suspension. L'article 75 est bien clair, c'est ce que nous venons de lire là. L'article 75 est relevé tout à l'heure. Je me demande qui est-ce que l'on veut flouer. Il y a donc d'abord l'avertissement, ensuite le blâme, et plus loin, dans le cadre du deuxième degré, il y a plusieurs, comme par exemple la rétrogradation, mais les plus grandes sanctions que nous avons pu relever à ce statut particulier, c'est par exemple le licenciement. Voilà, et il y a une autre peine dont je ne retiens pas. Allez-y. Mais la deuxième question, s'il vous plaît, Lamine, c'est finalement de savoir, est-ce qu'en Guinée, nous cautionnons, et je veux avoir là et la réponse de Monsieur le Président de la République, il faudrait qu'il agisse dans cette situation parce que tout se ramène finalement à lui. Est-ce qu'il est possible que des cadres épinglés par une enquête sérieuse, parce qu'il s'agit de l'inspection générale des finances qui a fait son enquête et qui a établi que ces cadres-là sont impliqués dans une grosse magouille financière, en attendant bien entendu que la justice fasse son travail. Est-ce qu'il est possible, en face de tels éléments de preuve, que délibérément et que volontairement, que bellement, un ministre prenne l'initiative de réintégrer, suspendre, non mais de réintégrer d'abord ces cadres-là, et qu'un cadre, qui est dans un cadre républicain, qui dans le respect strict de la loi s'oppose à cela. Je veux encore rappeler au ministre Makanera Kake, il est certes ministre, M. Paul Moussa, dont je ne fais pas l'apologie, est directeur. Mais encore une fois, Saint-Augustin nous le disait, à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Voilà, ça c'est Tamba. Allez-y, Ahmed Kamara. Aboka disait de fouiller en profondeur. Moi, je vais aller fouiller quoi en profondeur? On a vu tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai appelé le peuple de Guinée à être témoin de ce qui se passe au niveau de l'OGP parce qu'on tend vers les élections présidentielles. Il faut suivre. Des cadres ont été tout simplement mis à la disposition de la justice pour avoir détourné des fonds appartenant à nous tous. Ben, si on demande aujourd'hui, et on nous dit quoi? Que c'est le président de la République qui a ordonné à ce que ces personnes puissent prendre leur place au niveau de ce département, ben, j'ai demandé au peuple de Guinée de suivre à la loupe. Je ne suis pas homme politique, je suis journaliste. Mon rôle, c'est de surveiller ce qui se passe. Mais au même moment, je prends le peuple de Guinée en témoin. Alors, si c'est le cas, que le peuple de Guinée ne vote pas pour le président de la République, je pense que c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est clair, c'est parce qu'en clair, il y a une caution quelque part. Hein. Voilà, on cautionne. Ça veut dire tout simplement que dans ce pays, pour se faire respecter, il faut voler. Si tu ne voles pas, t'es un maudit. Si tu as envie de faire ton boulot, t'es un maudit et tu seras viré. C'est tout. Allez-y, Moussa Moïse. Oui, carton rouge en ce qui concerne les sanctions, en ce qui concerne la lutte contre le banditisme, les grandes sanctions contre ce régime. Il faut dire que j'ai envie de rappeler deux articles, puisque Monsieur le ministre nous fait bien de citer l'article 75 concernant la suspension, qui n'évoquait... Vous n'allez pas répondre quand même ce qu'il a dit. Non, je ne reprends pas. Je ne reprends pas. Allez-y. Nous avons le statut général. Il faudra qu'on parte à partir des textes puisqu'il a évoqué l'article 75. Mais le même statut général, le même statut des fonctionnaires, dans son article 18 et 19, sous bien entendu le regard averti de monsieur le juriste ici, il est doté au niveau de l'article 18 que tout fonctionnaire, quel que soit son rang, dans la hiérarchie est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
À ce titre, il est tenu d'obéir aux instructions individuelles ou générales données par son supérieur. Mais l'article 19, si vous le permettez Lamine, dit toutefois, il a le devoir de refuser d'exécuter un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l'intérêt public. C'est clair. Je pense qu'il ne faut pas aller au-delà de cela. Respectons nos textes de loi. Il y a un directeur général qui a été nommé qui veut assainir la gestion de l'office guinéen de publicité. Ben, soit on l'aide à faire ce travail, soit on l'encourage à voler. Moi, je pense que Paul Moussa doit comprendre qu'il n'y a que deux choses. Soit il continue sa lutte, soit il se met dans le même bain que les autres, c'est-à-dire pioche dans la caisse et il s'en fait le poche. Moi, je trouve que c'est la seule façon de réussir dans ce pays. Mais il faut qu'il parle. Il n'a rien à perdre de toute façon. Voilà quoi. Il y a un moment, il faut qu'on arrête un petit peu. Il est tenu quand même à une certaine réserve puisqu'il est fonctionnaire, mais également. Moussa, nous ne sommes pas 1950. Voilà quoi. Il faut qu'on arrête un petit peu. J'en veux un peu à Paul parce que je veux dire que cette histoire n'a pas commencé dès maintenant. Au lieu de se lancer dans l'apologie d'un pouvoir qui ne fait pas l'affaire, c'était le mieux pour lui de s'exprimer là-dessus. En même temps qu'il ait eu la volonté de fermer les robinets, ce qui a fait mal certainement à certaines personnes. C'est pour ça qu'on il s'est mis tout ce monde-là à son dos. Souvenez-vous bien que la semaine dernière, j'ai dénoncé ici le vandalisme administratif parce qu'ils sont allés avec des policiers casser les locaux de l'OGP. Ils n'ont pas été sanctionnés par ça. Parce que des fonctionnaires ont volé l'argent de l'État et qui ont été mis à la disposition de la justice, ils n'ont pas été sanctionnés. Makanera a plutôt voulu réintégrer les bandits à col blanc. Moi, je vais dire aujourd'hui, et chasser celui qui veut moraliser l'institution. Voilà un peu comment fonctionne notre pays. Vous voulez faire bien votre travail, vous vous mettez à dos tout le monde, et voilà, il a été victime de cela. Et après, ça va servir de leçon à d'autres personnes qui pensent que quand on est nommé directeur, quand on est nommé secrétaire général, quand on est nommé ministre, il faut rentrer dans le populisme pour faire les louanges, pour se maintenir là. Voilà, Paul Moussa Diawara, c'est un exemple pour d'autres personnes. Merci beaucoup, Roby. Il faut faire votre travail, point barre. Allez, mais tu vas te calmer, s'il te plaît. Calme-toi, Roby. Moi, je veux dire ici, dans ce pays, c'est la valeur intrinsèque. Il ne faut pas le dire ça. C'est la valeur intrinsèque qui doit compter. Quand on nomme des gens parce que les gens peuvent vous amener des personnes derrière, quand on nomme des gens parce qu'ils sont de bons griots, ils peuvent crier politiquement haut pour que tout le monde l'entende, et qu'on laisse les valeurs intrinsèques de côté. On a affaire à une administration pareille où tout le monde peut décider ce qu'il veut. Merci beaucoup. Allez, je vais parler de Makanera. Mais voilà, s'il te plaît, calme-toi, mais voilà quoi. Je parlais de Makanera, moi. Voilà, Robert. Allez, merci. Il ne joue pas son rôle. Il joue pas son rôle. C'est un ministre de la communication. Il doit laisser les autres faire leur travail. Voilà. Mais arrêtez. Je veux dire, aujourd'hui, prenons le bilan du ministère de la communication. Prenons le bilan du ministère. Laissons de côté Paul Moussa Diawara. Globalement nul. Absolument. Laissons de côté Paul Moussa Diawara. Au moins lui, il a essayé... Roby, s'il te plaît, ben voilà. Au moins lui, il a essayé de poser quelques actes que tout le monde a vu. On a tous apprécié ici. Makanera, là, qu'est-ce qu'il a fait? Roby. À part chanter. Voilà, s'il te plaît, allez-y, Abdibri, là. Voilà, il est très en colère, Roby, ce matin. Voilà. Je sanctifie la colère de Roby. Et je tiens. Tu aurais dit le contraire. C'est la deuxième fois. Et je tiens à souligner les explications d'une précision chirurgicale à la fois de Tamba et de Moussa. Je pense que Lamine, vous avez souligné la plaie. Le problème fondamental, c'est quoi? Je confirme qu'effectivement, le chef de l'État aurait demandé au moins à 3 reprises à Paul Moussa Diawara de réintégrer ces cadres suspendus. Ce qui explique le rôle plus ou moins trouble du chef de l'État dans cette affaire. Deuxième chose, on sait que l'OGP, depuis que Paul Moussa Diawara est à sa tête, c'est une véritable vache laitière. Et le ministre Makanera a forcément besoin de mettre à ses bottes l'OGP. Le problème, c'est quoi, Lamine? Le problème qui oppose Paul Moussa Diawara et Makanera, c'est un problème d'exécution. Moussa l'a rappelé tantôt. Je pense que même vis-à-vis du président de la République, quand le président a demandé à Paul Moussa Diawara de réintégrer ces cadres sur lesquels Abouakar l'a souligné dans un article sur son site, sur lesquels pèsent de forts soupçons de détournement, eh bien Paul Moussa Diawara lui aurait opposé un refus poli. Et à juste raison d'ailleurs, parce que on ne peut pas obéir à un ordre manifestement illégal. Ces personnes, ces 3 personnes sont sous le coup d'une poursuite judiciaire. Dans un pays sérieux et normal, on ne peut pas admettre qu'un ministre, j'y arrive, fut-il, M. Makanera, puisse
entraver la procédure judiciaire en essayant bec et ongle de réintégrer ces cadres sur lesquels pèsent de forts soupçons de détournement. À un moment donné, il faut encourager ceux qui font du travail. Il faut vraiment encourager ceux qui se donnent franchement, moralisent l'administration. Que ceux qui donnent corps et âme pour faire du travail, un travail républicain. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que fait Paul Moussa Diawara en essayant d'extirper dans les rangs de l'OGP des personnes sur lesquelles pèsent de forts soupçons de détournement. Allez-y. Alors d'abord, il faut dire que c'est quand même une affaire assez embarrassante dont ce serait bien passé. C'est un gâteau trop chaud. Non, mais c'est une affaire dont ce serait bien passé la gouvernance actuelle. Parce qu'à mon avis, elle est complètement, traînée dans la rue. Elle est complètement couverte d'opprobre à travers cette affaire qui est assez ubuesque. Mais il faut dire que c'est le chef de l'État, le président Alpha Condé, Djibril l'a dit, qui entretient le flou artistique. C'est lui encore qui nourrit cette guerre d'ego. Non, je vous dis, à plusieurs reprises, le chef de l'État s'est immixé dans ce bras de fer. À plusieurs reprises, il a demandé à Paul Moussa Diawara, il a reçu Paul Moussa Diawara, il lui a donné des instructions. Dites-moi qui a donné. Non, attendez. Dites-moi qui a donné l'instruction. Vous n'étiez pas là-bas. Beaucoup de personnes laissez-moi m'expliquer prennent dans la rue le nom du chef de l'État. On les connaît. Non, on les connaît. Je vous rappelle un seul fait. Alors si ce n'est pas le chef de l'État qui l'a dit. Attendez, Moussa. Je pose une question. Qui a donné instruction au général Baldé d'enlever la brigade qui était postée devant l'OGP? Mais qui a donné l'instruction? C'est le président. Il y a une autre. Le président a reçu Paul Moussa et il lui a dit: je donne instruction au général Baldé. Mais si quelqu'un peut nous démentir, il n'y a pas de problème, on peut l'appeler dans cette émission. Cela a été fait. On a enlevé la brigade de la gendarmerie qui était postée devant le GP. C'était un signe prémonitoire de ce plan machiavélique qui devait se mettre en branle. Donc j'ai dit que c'est le président. Non, attendez. C'est le président qui entretient, qui nourrit cette guerre d'ego. C'est à lui de trancher parce que c'est sa gouvernance qui est traînée dans la rue. C'est sa gouvernance qui est couverte de pro. On ne peut pas se permettre. Au moment où cette mouvance ou ce pouvoir en place doit s'organiser, unir toutes ses forces pour faire face donc à la fronde qui vient de l'opposition, c'est pas maintenant qu'il faut vraiment se diviser, se quereller et se discuter sur le bout du gras. Je pense qu'on parle d'un EPIC, d'un établissement public à caractère industriel. Paul Moussa Diawara a été nommé par décret présidentiel. On peut bien comprendre qu'il relève la tutelle, c'est le ministère de la Communication. Qui l'a nommé là, il pouvait le dire, attendez, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus le directeur de l'OGP. Mais il ne faut pas oublier, je vais rappeler un fait. Rappelez-vous que Makanera n'avait pas choisi Paul Moussa Diawara sur sa feuille de proposition. C'était plutôt l'ancien directeur Loua qui était pressenti pour rester à son poste. Il y avait une sorte d'entente entre Makanera et cet ancien directeur. Donc c'est le président qui a choisi Paul. Paul est en train de porter des réformes et est en train d'engranger beaucoup de fonds, de mobiliser des fonds au niveau du trésor public. Cela n'a jamais été fait parce qu'il y avait énormément de déperditions au niveau de l'OGP. Je ne peux pas comprendre qu'on soit contre cet élan rénovateur, qu'on soit contre vraiment un cadre qui apporte des résultats. C'est plutôt Makanera qui doit plier bagage. Donc il revient au président de trancher dans le vif et de vraiment trancher le nez gordien de cette bisbille, de cette querelle inutile. Voilà, c'est vraiment dommage. Oui, mais c'est vraiment dommage. Parce qu'on a quand même, on s'est approché des personnes qui connaissent très bien le dossier. Eh bien, on apprend que le ministre de la Communication aurait été voir le président de la République pour lui dire que les gardes qui sont au niveau de l'OGP ne lui obéissent pas. C'est alors que le président aurait piqué une colère noire et aurait ordonné qu'on enlève la garde sur place. Il y a vraiment eu au moins par trois rencontres, le ministre Makanera. Vous parlez de colère noire. Je peux vous apprendre. L'OGP, le directeur de l'OGP, devant le président de la République, encore une fois, c'est confirmé. Il y a eu au moins 3 rencontres entre le président de la République, les 2 protagonistes et M. Rachid Ndiaye, qui est le ministre conseiller de la communication du côté de la présidence de la République. Il parle de colère, que le président aurait piqué colère. Je peux vous apprendre des sources sûres que le président était dans tous ses états à l'annonce de quand il a été mis au courant de la décision de Makanera. Je me permets de vous donner des informations qui filtrent du palais royal. Il faut dire, mais il faut dire, le président est dans tous ses états. Mais c'est un gros coup de sabre parce que Paul Moussa Diawara
est assis dans son bureau, il continue d'exercer. C'est une décision nulle et de nul effet. Oui, mais c'est clair. Parce que c'est une décision illégale, c'est une décision foncièrement vraiment injuste. Donc il ne peut pas du tout obéir. C'est pas possible. Donc il revient au président Alpha Condé, à sa gouvernance, à tout son entourage, vraiment de régler ce problème-là le plus tôt que possible. C'est assez ridicule. Si je suis président de la République et que mon ministre se présente devant moi pour me dire que des gendarmes ne m'obéissent pas, ne l'obéissent pas et qui lui manquent de respect, des gendarmes qui sont postés devant une direction qui est sous sa tutelle, je le vire. Je le vire purement et simplement parce que pour moi, il est juste incapable. C'est impossible. Quand on se fout de vous, c'est qu'on a vu, c'est parce qu'on a regardé votre visage et on a vu qu'on peut se foutre de vous et on se fout de vous. Je suis d'accord avec vous. C'est clair. Je le vis. Alors je dis que je veux signaler aussi que ce n'est pas le seul ministre. Il y a pas mal de ministres comme ça qui s'attaquent à des directeurs dans pas mal de départements parce qu'ils pensent qu'ils sont ministres, donc c'est terminé, c'est tout bénéf, c'est la même chanson. Oui, ils n'obéissent pas, ils font ceci, ils font cela. Je pense que ces ministres qui se servent dans cette direction, ces ministres qui se servent dans ces départements, on les a à l'œil. Vous n'allez pas tout simplement vous venger, tout simplement parce que vous n'avez pas reçu ce que vous devez recevoir dans cette direction sur ces personnes, ou tout simplement parce qu'il y a des égos entre vous et ces personnes, parce que vous pensez que ces personnes aussi peuvent occuper les mêmes postes que vous. Nous sommes aux aguets, nous surveillons tout ministre qui tenterait de s'attaquer à des directeurs tout simplement parce qu'ils sont en train de faire leur travail pour intimider ces directeurs. Nous allons les dénoncer dans ce studio. Merci beaucoup Ahmed Camara. Allez-y Moussa, en 30 secondes s'il te plaît. Je dis qu'un seul exemple n'a pas été donné depuis qu'il a été élu à la tête de ce pays dans le cadre de la lutte contre la corruption, dans le cadre de la lutte contre tous ces détournements que nous avons connus, contre le banditisme économique. Mais je dis aussi qu'il est très très souvent donné aux bons observateurs de voir que des cadres utilisent le nom du chef de l'État pour pouvoir faire passer certaines choses. Ça, c'est clair, c'est courant dans notre pays. Confirmer. Le réseau de Sinafare, par exemple. Oui, ils disent c'est venu de la haute hiérarchie. Oui, c'est venu de la haute hiérarchie. C'est tout ce que vous dites. C'est très bien, parce qu'on parle de pêche, là. Très bien, il dit c'est le patron qui l'a dit. Mais dans cette histoire de l'OGP, je pense qu'on verra qui est du côté de la loi, qui est du côté de la vérité. Je suis d'accord. Non, nous le verrons. On attend de voir la suite. Non, je veux dire à Moussa qu'on peut utiliser le nom du président dans les bas quartiers. C'est-à-dire dans le quartier, on vient dire non, c'est au nom de la hiérarchie. Je suis d'accord. Mais sur les médias, on fait une déclaration, on publie à la télévision et on me dit que non, on est en train de profiter du nom du président de la République. C'est pas possible. Mais en ce moment, il n'y a pas des cadres qui sont à côté du président de la République pour vendre l'image du président de la République. Je dis non. Alors ces cadres qui sont à côté du président, c'est-à-dire qu'ils ne nettoient pas l'image du président, ne sont pas de bons cadres. Merci beaucoup Ahmed Camara. Allez-y Tamba. Purement et simplement s'en débarrasser aussi. Merci beaucoup. Allez-y Ahmed. Tamba. Deux choses. Nous avons tous, tous les journalistes, en tout cas tous ceux qui sont professionnels de médias, nous avons tous convenu du fait que M. Makanera n'a pas présenté de bilan reluisant. On se demande, je vais y venir. Tu vas parler, Roby, s'il te plaît. Tu vas parler. Même quand un bilan est vide, on appelle ça en français le bilan. C'est quand même un bilan. Donc il n'a pas de bilan. Voilà, donc c'est un bilan zéro, s'il te plaît. Allez, Tamba, je vais vous laisser continuer là-dessus. Il faut respecter l'heure à la radio. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Merci, vous qui nous regardez du côté de Kinshasa, regardez cet écran et regardez cette image. Il va s'installer dans ce studio dans un instant, évidemment, c'est notre invité ce matin. Koto Selou, le président de l'UFDG, dans un instant sur Radio Espace. On va essayer de faire lecture de quelques SMS en direct. Oui, notre bon ennemi, on va le dire comme ça, qui nous envoie ce message, suivez mon regard, si vous êtes en tout cas sur Facebook. Vous l'aviez vu hier délirer sur Facebook, il revient ce matin chez nous. Ce n'est pas le président, c'est le bluff des ministres.
Ces articles ne s'appliquent pas aux contractuels de l'État. Paul Moussa Diawara est assis dans mon bureau, mes chers amis. C'est là Junior Condé qui nous envoie ce message. Je voulais même pas dire son nom parce qu'on fait un peu la promo pour lui, il n'y a pas de problème. Allez, on y va avec cet autre message. De qui exactement? Voilà, ça c'est de l'abbé. Nous vous écoutons ici avec intérêt. Merci à vous. Sinon, d'autres messages que nous avons sur l'autre plateforme Espace. En fait, dans un pays où l'État ne respecte pas ses engagements, un ministre comme Makanera ne marchera jamais sur terre. Bachir qui nous envoie ce message en direct. Ce autre message qui dit depuis Wanindara, chapeau à vous les GG, carton rouge à tout ce clan. Voilà, qu'est-ce qu'il veut dire? Attendez, soyez un peu respectueux quand même. On ne peut pas dire ça au président, c'est pas possible. Voilà, allez, on y va avec quand même. Quand même, voilà quoi. Il a raison. Quand même. Non mais voilà. On peut pas le dire, je suis d'accord. Mais non, voilà. Le président de la République, c'est le président de la République. Voilà. On y va cheval, Mohamed Diaby. Allez-y. Alors, François Loussénifal, bonjour. Il n'est pas encore. Il n'est même pas là encore. Allez. Voilà, on va essayer de le rebrancher un petit peu parce que là, ces sorties médiatiques ces derniers temps, voilà, ça fait beaucoup de remous. Moussa Moïsila, je vous donne la parole là-dessus. On a vu la sortie médiatique de François Loussénifal du côté de Paris. Il va revenir là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que le ministre des Affaires étrangères a donc pris son bâton de pèlerin comme il en a l'habitude lorsque on a besoin de redorer l'image, le blason de la Guinée à l'étranger. Donc il a fait du côté de la France, mais aussi dans d'autres pays européens, pour essayer d'expliquer au mieux aux gens, aux partenaires de la Guinée, la crise que nous traversons aujourd'hui. Nous parlons bien entendu de la crise politique. Aujourd'hui, cela est chose faite. C'est bien que cela contribue à décrisper la situation que nous vivons, puisque ça part dans ce sens. Les opposants y étaient. Il faudrait que... Il a été dur quand même. Oui, non mais c'est normal. Voilà, mais vous avez écouté, vous avez dire les choses telles qu'elles ont été. Vous avez écouté. Oui, vous allez avoir la parole tout de suite. Vous avez écouté. On a écouté l'opposition. Les trois leaders des principaux partis de l'opposition, ils ont été aussi très durs à l'égard du régime en place. Ils ont utilisé des mots que nous tous, nous avons dénoncés dans ce studio. Ouais. Est-ce que le pouvoir est en train de faire la même chose? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le dénominateur commun de tous ces messages. C'est qu'il n'y a aucune porte fermée au dialogue. Non, mais il y a une surenchère. Je pense que c'est ce qu'il faut dire. Il y a une surenchère verbale. Je pense que la mouvance, elle aussi, elle est entrée dans le jeu à la suite un peu de l'opposition, parce que l'opposition a monté les enchères du côté de Paris en parlant de perte de légitimité du chef de l'État, d'un président de la République en fonction dont le mandat court encore. Et Loussénifal, qui est donc passé sur le plateau de TV5 et à la suite de l'âge Cellou d'Alain Diallo, notre invité du jour, pour dire que il sent dans le plan de l'opposition un plan machiavélique pour pousser l'armée à intervenir, donc à renverser un régime démocratiquement élu. Je pense que il faut pas aller à cette extrémité. À mon avis, c'est mon point de vue. Il n'y a pas encore, je ne sens pas encore chez l'opposition une telle envie qui serait quand même démoniaque, qui serait diabolique, de vouloir renverser un régime démocratiquement élu. Je pense que c'est une surenchère verbale à laquelle il ne faut pas vraiment offrir un boulevard. Je suis d'accord que chacun communique sur la situation actuelle, mais les positions que les uns et les autres ont prises, moi je pense que ces positions-là sont irresponsables, parce qu'on est rentré dans une espèce de belligérance qui n'augure aucun lendemain meilleur pour la Guinée. Et je voudrais demander ici aux acteurs politiques de mettre un peu bas à terre, de rendre beaucoup plus responsables les discours. Je suis tout à fait d'accord que les politiques ne s'entendront jamais, mais en même temps, il faut penser à l'intérêt général de la nation guinéenne. Moi, je veux dire que les mots sont forts, les mots sont de nature à créer des situations de crise qui se perpétueront dans notre pays, et chacun d'entre eux perdra. Que l'opposition ou le pouvoir en place, ils se font la guerre entre eux, ils luttent pour avoir le pouvoir, mais dans un pays déstabilisé, personne n'a le pouvoir, c'est le chaos qui a le pouvoir. Donc je veux dire que c'est pas je suis tout à fait d'accord avec Abouaka quand il parle d'escalade verbale. On a d'un côté des discours séditieux du côté de l'opposition. Alors on a monsieur François Loussénifal à l'antenne. Bonjour monsieur le ministre des Affaires étrangères. Oui, bonjour. Alors, on sait que vous vous êtes lancé dans une offensive diplomatique depuis l'annonce par les trois cadres de l'opposition de reprendre les manifestations de rue. Une question, on a senti en vous lisant sur les sites internet que vous vous êtes lancé dans une stratégie de diabolisation des démarches de l'opposition.
ben vous utilisez de gros mots aujourd'hui. C'est Djibril, monsieur le ministre. Allez-y. Non, mon cher ami, mais non, c'est trop gros ça. Voilà. On ne diabolise pas. Voilà. On a seulement pris la mesure des choses. Vous savez, moi, mon rôle ne sera pas terminé tant que je ne verrai pas le résultat du dialogue que j'ai présidé produire tous ses effets. Et si j'interviens, c'est dans ce cadre-là. Je crois qu'il est de l'intérêt de tout le monde que nous maintenions le sens, la mesure. Et j'étais très heureux d'apprendre que mon cher ami, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein, lui-même a reconnu qu'au cours du dialogue, nous étions tous convenus de privilégier le dialogue et de renoncer à la violence. C'était un des grands acquis, puisqu'on sait que la violence n'a rien apporté à la Guinée. Et ce que nous souhaitons, c'est que on remette la balle à terre et que l'on se tourne vers les voies qui nous ont déjà permis de trouver des solutions. Vous savez, avant les élections législatives, il y a eu beaucoup de manifestations de rue. Il y a eu des morts. Il a fallu qu'on accepte d'aller au dialogue. Et ce qui paraissait impossible a été rendu possible. Donc il faut encore une fois, je lance un appel pour que l'opposition utilise les voies légales. Je vais vous dire maintenant ce que je souhaiterais. L'opposition estime que la loi est violée, que la Constitution est violée. Nous avons des institutions qui sont en place. Pour le moment, c'est la Cour suprême, en attendant d'avoir la Cour constitutionnelle. Mais la Cour suprême est gardienne de la loi. Quand la loi est violée, dans ces paragraphes, dans ces départements importants, il vaut mieux se tourner vers la Cour constitutionnelle, attendre d'abord, utiliser toutes les voies possibles avant d'arriver à la violence. Parce que la violence n'est pas la solution. Donc ce que je demande, c'est que moi, j'ai présidé le dialogue et je prends tous les responsables de l'opposition et les ambassadeurs présents à Conakry pour le dire encore une fois que nous n'avons pas fixé de date dans l'accord du 3 juillet, de date pour les élections municipales. Voilà. En télégramme évoqué les présidentielles en disant que WhatsApp doit être changé, c'est tout. Voilà. Monsieur le ministre, en tout cas, ce qui est intriguant, c'est parce qu'on a lu vos propos, on a vu aussi la vidéo de votre passage sur le plateau de TV5. Vous êtes allé vraiment avec des mots forts et vous dites que vous soupçonnez chez l'opposition de vouloir pousser l'armée à intervenir. Qu'est-ce qui justifie une telle déclaration, monsieur le ministre? Ce n'était pas sur TV5, c'était avec l'AFP. Et ce que nous avons dit avec l'AFP, c'est que, vous savez, les rumeurs qu'on a fait circuler un moment en Guinée, je prends tous les Guinéens témoins, plusieurs fois on a annoncé la mort du président Alpha. Une fois, j'étais à Paris avec un des directeurs du département du Quai d'Orsay. Oui. Et quand celui-ci me disait, on a appris que le président est mort. J'ai dit, mais j'ai parlé avec lui ce matin. Heureusement, le président m'a appelé, je lui ai passé le téléphone. Et le président dit, le mort vivant vous salue. Et on a fait des rumeurs ici. Parce que pourquoi? Et je vais vous dire pourquoi. Ouais. Mais bon, on nous apprend aussi que c'était un coup politique, tout ça. Ouais. Voilà, c'est politique. Mais vous savez pourquoi? Voilà. Parce que les Guinéens ont pris l'habitude, chaque fois qu'on a dit qu'un président est mort, c'est pousser l'armée tout de suite à prendre le pouvoir. On l'a vu 2 fois déjà ici. Alors ensuite, les manifestations de rue, quand on fait la violence, alors qu'il y a des voies pacifiques qui sont ouvertes, c'est pour mettre le chaos dans le pays. Et quand il y a le chaos, ça finit comment? Ça finit par l'intervention de l'armée. L'armée ne cherche souvent dans l'Afrique que des motifs pour dire, bon, les politiciens ne s'entendent pas, nous allons intervenir. Et ce n'est pas le cas. Il faut pacifier ce pays, mener le combat au sein de l'Assemblée, aller à la Cour suprême et de faire le débat au niveau du dialogue. C'est ce que moi je recommande. Voilà, est-ce que, monsieur le ministre, vous promettez que vous allez vous aussi revoir votre discours parce qu'estimer quand même que l'opposition prépare un plan tendant à pousser l'armée à prendre le pouvoir, c'est pas quand même quelque chose de rassurant pour le peuple? Non, je ne voudrais pas. Moi, vous savez que moi, par nature, je ne suis pas un alarmiste. Je dis simplement que quand on crée un état d'instabilité dans un pays et créer le chaos, ça finit toujours par ce que nous ne souhaitons pas. C'est ce que moi je dis. Vous savez que par nature, je suis très pondéré et que je n'appartiens pas du tout au camp de l'extrémisme, que ce soit de gauche ou de droite. Ce que je dirais, c'est qu'il faut éviter
de plonger ce pays encore dans une instabilité. Nous savons où l'instabilité mène. Laissez l'affaire de coup d'État. L'armée guinéenne, j'ai dit dans l'interview que un des success stories du président Conté, c'est la réforme de l'armée. Et je prends l'armée à témoin. Du président Condé, le président Condé, je dis le président Condé. Et s'il y a un succès qui est enregistré en Guinée, c'est que sur le plan de la réforme de l'armée, il y a de gros progrès avec la réforme du secteur de sécurité. L'armée a rejoint les rangs, les camps. Il y a maintenant un statut pour l'armée. L'armée est devenue républicaine et nous sommes en train de pousser dans ce sens-là. Oui, mais monsieur le ministre, on semble prendre les problèmes en aval. En amont, il y a quand même tout ce qui a poussé à cette situation que nous connaissons aujourd'hui. Au lieu de se jeter dans l'analyse des discours des uns des autres, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas plutôt résoudre le problème qui sont des problèmes électoraux quand même? Absolument. Écoutez, vous avez rompu le lien du dialogue, c'est ce qui nous a conduit à tout cela. Mais tout est lié au respect des engagements, monsieur le ministre. Les engagements qui ont été pris, en tout cas à ma connaissance, en tant que président du dialogue qui a donné l'accord du 3 juillet, l'engagement était d'organiser l'élection législative, de changer Waymark et de prendre un nouvel opérateur pour les présidentielles. Maintenant, la CENI, qui est la seule institution chargée d'organiser des élections, a préparé des organigrammes. Ils ont présenté un chronogramme pour les municipales et ils ont présenté un chronogramme pour les présidentielles. Ils ont estimé que si on mettait les deux chronogrammes en œuvre maintenant, on ne pourrait pas avoir les deux élections au cours de l'année. Ils ont donc privilégié les présidentielles qui sont constitutionnelles et ils ont programmé les municipales pour le premier trimestre 2016. Je crois que la raison devrait l'emporter et c'est à la CENI qu'il faut s'en prendre, pas au gouvernement. Maintenant, si l'opposition estime que la CENI a violé la Constitution et donc a saisi la Cour suprême. Voilà. Je pense que c'est tout à fait simple. Monsieur le ministre, en tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, au revoir. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous voyez à l'écran notre invité ce matin, évidemment, est là, Cellou Dalein Diallo. Koto Cellou, président de l'UFDG. Continuez à réagir, on va poser d'ici la fin de l'émission quelques questions des auditeurs, parce que vous êtes très nombreux à réagir, soit sur le site de la radio, mais aussi GGO 8037 avec Camara. Nous avons notre invité. Oui, on a notre invité dans ce studio. Bonjour à vous, monsieur Diallo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez d'écouter le ministre d'État aux Affaires étrangères. D'abord, un mot sur son intervention avant qu'on ne commence. Oui, je suis énormément déçu de ce que Fall vient de dire. Fall, c'est mon ami, c'est mon camarade de promotion. Dessus quoi? Et je sais, lorsqu'il a présidé cette séance du dialogue, lorsque la question des élections communales a été posée, lui-même, il a interrogé le ministre de l'administration du territoire. Le ministre de l'administration du territoire a dit qu'il est souhaitable de les faire le plus tôt possible et que si ça ne tenait qu'à lui, il les ferait au mois de décembre. On a dit donc, prenons une marge. Mettons une date limite à la fin du premier trimestre 2014. Et s'il y a eu le débat, tous les diplomates étaient là. Toute l'opposition, tout l'état-major du RPG était là. Les ministres de la République, c'était là. Je dis qu'on a un déficit énorme ici, un déficit majeur, c'est le déficit de moralité et d'honnêteté intellectuelle. On ne peut pas nier ça. L'engagement a été pris. Les médiateurs étaient là. Il y a eu un débat parce qu'on avait suggéré que les deux élections soient couplées ou alors qu'on organise les communales avant. On a dit qu'on ne peut pas déjà. Les élections législatives, c'est deux élections, la proportionnelle et l'uninominale. Et si on ajoute un autre scrutin, ça allait compliquer la tâche aux citoyens. On a décidé ensemble de le faire. Et les deux médiateurs, après, parce qu'on n'a pas mis ça après dans le... Ils ont signé, Salif Silla était là, son pari était là. Personne d'entre eux n'a nié le fait que la question a été débattue. Qu'il y ait papier ou pas, le gouvernement et la CENI et tous ceux qui étaient là s'étaient engagés à le faire. Ils sont pas qui parlent pourquoi vous n'avez pas discuté de cette question majeure au cours du dialogue le 3 juillet par exemple? Non, mais c'est au cours du dialogue. C'est au cours du dialogue. On l'appelle document additif du 8 juillet. Du 8 juillet. Vous savez également que la signature des facilitateurs n'engage pas juridiquement le gouvernement. Un gouvernement responsable n'a pas besoin de signer un papier. Lorsqu'il y a un débat devant tous les diplomates, devant l'état-major du RPG, il y avait au même 5 ministres de la République, y compris le ministre de l'administration du territoire. Si on est convenu de faire une chose, même si on ne fait pas un papier,
on a l'obligation de reconnaître qu'on l'a fait. Maintenant, si pour des circonstances qu'on peut justifier ou pas, on ne le fait pas, qu'on le dise, mais qu'on ne peut pas dire que la question n'a pas été débattue en plénière lors du dialogue en présence de toutes les parties prenantes. Alors ça veut dire que si c'est bien justifié aujourd'hui, vous allez comprendre et vous allez l'accepter. Non, je ne dis pas ça. Il y a deux choses. Nous sommes d'abord à la reconnaissance de la décision qui a été prise par devant toutes les parties présentes au dialogue. Il faut qu'on l'accepte. Le nier est déjà vraiment une preuve de malhonnêteté intellectuelle. Oui, monsieur Cellou Dalen Diallo, quand on examine un peu l'argumentaire sur lequel repose en quelque sorte votre positionnement, c'est-à-dire ne pas accepter que les élections présidentielles se fassent avant les communales, vous êtes quand même allé aux législatives avec les mêmes délégations spéciales. Pourquoi vous n'avez pas insisté à ce moment-là pour que les élections communales se tiennent? Et vous avez semblé remporter. En tout cas, que vous avez remporté au niveau de la capitale. Attendez, nous avons revendiqué l'organisation des élections communales. Au terme du débat qui a eu lieu lors de ce dialogue, on est convenu qu'on attende jusqu'au premier trimestre de 2014. D'abord, ils ont dit qu'il n'y avait pas le budget des élections, mais dès lors que l'élection était prévue dans l'exercice suivant, on aurait budgétisé les ressources nécessaires à l'organisation de ces élections communales. Ça, c'est un. De deux, le gouvernement sait que le mandat des conseils communaux est terminé depuis décembre 2010. Attendez. Justement. Attendez. Allez-y. Non, attendez. Nous avons revendiqué l'organisation des élections 2 avril 2011. Vous vous souviendrez qu'on s'est adressé au Premier ministre, à l'époque au ministre de l'administration du territoire pour demander l'ouverture du dialogue pour qu'on puisse programmer l'organisation des échéances électorales attendues. Il y avait les communales et les législatives. On n'a pas eu de suite. Jusqu'au mois de juillet, je crois c'est le 16 ou le 17 juillet, le président a dit enfin qu'il était d'accord pour le dialogue. Nous avons rédigé un mémorandum que nous avons adressé au ministre de l'administration du territoire et dans ce mémo, nous avons indiqué les points que nous souhaiterions voir examinés lors du dialogue. Finalement, le ministre de l'administration du territoire a répondu que pour ce qui concerne la CENI, adressez-vous au CNT. Pour ce qui concerne l'accès aux médias publics, adressez-vous au CNC. Pour ce qui concerne quoi encore? En tout cas, il a dit que le dialogue n'était pas inutile, que chaque institution pouvait donc traiter la question qui relève de sa compétence sans qu'il y ait le dialogue. Nous avons commencé les manifestations et nous avons manifesté pendant 2 ans pour exiger qu'il y ait un dialogue. Et ensuite, le départ de Wemark et la réforme de la CENI. Vous connaissez ça, je n'ai pas besoin de revenir ça. Maintenant, au mois de juillet, lorsqu'un dialogue sérieux s'est tenu, parce qu'il faut considérer que le dialogue de juin 2013 était plutôt un dialogue sérieux qui était dirigé par M. Saïd Zinit. Nous avons posé encore le problème des élections communales. Et c'est en ce moment qu'au terme des discussions, il a été convenu que nous organisions ces élections-là avant la fin du premier trimestre et le papier a été rédigé. Voilà. Allez, l'autre question que Djibril a posée, dans un instant, on va poursuivre le débat, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. GG au 8037, Koto Selou est notre invité. Nous l'avons jusqu'à 10h30 sur Espace TV. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, encore une demi-heure à passer ensemble sur Radio Espace. Dans cette émission, les GG continuent à réagir. Beaucoup de questions ce matin. Vous le voyez à l'écran. Notre invité, évidemment, Koto Selou, qui est dans ce studio. Quelques questions, voilà, et quelques remarques aussi. Mawata de la RTG qui nous envoie ce message. Cher Lamine, j'ai remarqué que chaque fois, et là, Selou intervient dans les GG, tu ne poses jamais une question à l'invité, alors que tu es l'animateur principal de l'émission. Pourquoi elle pose la question? Parce qu'on est organisé ici à Espace. C'est aussi simple que ça. Allez, cette autre question d'un autre auditeur. Bonjour Yaya Baguissa. Monsieur Fall nous parle de questions de quelle Cour suprême, mais pas de ce qu'il a déclaré. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire, cet auditeur. Cet autre mail que nous recevons en direct. Bonjour les GG. Mon grand Roby demande à Elaz Selou si les municipales ne seront pas organisées d'ici octobre. Est-ce que l'opposition va... Voilà, la question n'est pas venue au complète. Et cet autre
autre SMS que nous avons, c'est le dernier d'ailleurs avant de laisser continuer notre invité. Kotoselou, les Guinéens ont soif de la justice, de la sécurité. Rassurez-nous qu'il y aura ce changement cette année. Aliou Gondoy Diallo de Bomboli donc, qui nous envoie ce message. On continue notre émission. La question aujourd'hui, parce que ce qui agite aujourd'hui l'univers, le microcosme politique, monsieur le président de l'UFDG, c'est ce qui a été décidé à la retraite de la CENI du côté de Kindia. Alors, la CENI a décidé donc de ce chronogramme qui place la présidentielle en cette année 2015 et qui renvoie les élections communales en 2016. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un chronogramme dicté depuis le Palais Royal? Bien entendu. La preuve, lorsqu'on a eu l'information que M. Alpha Condé a pris la décision d'organiser les communales après la présidentielle. Est-ce que vous avez les preuves, monsieur le président? Attendez, je vais vous dire. Ouais. Nous sommes réunis, l'opposition, le 6 octobre, avant la retraite de la CENI. Et nous avons diffusé une déclaration. Le 6 mars, pardon, le 6 mars 2015. On avait appris de sources sûres que M. Alpha Condé a donné des instructions à la CENI qu'il ne faut pas aller au communal avant la présidentielle. Nous avons convoqué une réunion et nous avons mis le gouvernement et la CENI en garde avant que la retraite de Kindia n'ait lieu. Et nous avons annoncé les mesures qu'on allait mettre en œuvre au cas où cette décision serait entérinée par la CENI. Vous vous souvenez de la déclaration du 6 mars que vous avez aidé à diffuser. Donc la décision a été prise par le président de la République qui a informé la CENI. Il faut rappeler que la CENI, malgré tout, elle était en train de préparer les communales. Elle a recruté un cabinet pour procéder à la correction des anomalies et refaire le découpage électoral dans le cadre des communales. C'est ainsi que le cabinet malien, dont j'ai oublié le nom, a été recruté pour un montant de 2 millions de dollars. Et les corrections des anomalies ont été faites et on a eu un nouveau découpage en respectant 2 critères essentiels. Que l'électeur ne soit pas éloigné de son bureau de vote de plus de 5 km, qu'il n'y ait pas un bureau de vote de plus de 700 électeurs. Tous ces documents existent. Le travail est fait. Même les bulletins de vote, le papier devant servir au bulletin de vote a été commandé à la Banque de France et livré à la CENI. Les machines qui doivent imprimer ces bulletins de vote pour les communales sont encore disponibles à la CENI. La CENI était plutôt en train de rechercher avec le président de la République une date pour organiser les communales avant la présidentielle. C'est en ce moment que M. Alpha Condé a dit qu'il n'est pas question d'organiser les communales. C'est un processus qui a été interrompu délibérément. Le processus d'organisation des communales, vous pensez qu'il a été interrompu délibérément? Elle a été interrompue, sinon on n'avait pas, parce que Gemalto s'occupe des élections présidentielles. Elle est en train de préparer. Mais ITC, je crois, cette société malienne, dirigée par un monsieur Dambélé, s'occupait de la préparation des élections communales. Et tout était pratiquement prêt pour aller à ces élections. C'est quoi cette peur finalement à la fin du compte? Mais c'est important de revenir sur la question. Djibril est essentiel là-dessus. Djibril parlait tout à l'heure de votre volonté, certes, de ne pas vouloir aller à la présidentielle avec les conseils communaux en ce moment, mais pourtant vous êtes allé avec eux aux législatives. Il est important. Vous avez gagné quand même. Il est important pour la bonne information de vos auditeurs et peut-être de certains d'entre vous, de savoir que le mandat des conseils communaux est fini depuis décembre 2010. Mais avant les législatives. Attendez. Vous êtes quand même allé avec ces conseils communaux. Attendez. Lorsqu'on s'est retrouvé au cours du dialogue de juin 2013 pour discuter des conditions dans lesquelles on allait participer aux élections législatives, l'une des premières revendications était l'organisation des communales. Quand est-ce qu'on les fait? Et c'est au cours de ce débat que la décision a été prise d'organiser les élections communales avant la fin du premier trimestre de 2014. Parce que nous savions que ces conseils communaux, si les conseils communaux héritaient de la transition, qui étaient des conseils communaux dans la plupart des cas du PUP, étaient maintenus, peut-être que ça nous aurait posé moins de problèmes. Mais vous vous souviendrez que 2 mars 2013, M. Alpha Condé a procédé pour Conakry en particulier, à la dissolution de tous les conseils communaux qui ne l'avaient pas soutenu au deuxième tour. Sur les 5 de Conakry, il avait dissous Ratoma, Dixine et Kaloum. Matoto et Matam avaient été maintenus. Et dans une deuxième phase, tous les conseils communaux qui n'ont pas fait allégeance au RPG ont été aussi dissous. C'est en ce moment que Matoto a été dissous et beaucoup maintenant de conseils communaux de l'intérieur ont été dissous et remplacés par des délégations spéciales composées exclusivement des gens du RPG. Après,
Les gouverneurs et les préfets sont mis à dissoudre aussi les bureaux des quartiers, les bureaux des districts dans tout le pays, sauf lorsque ceux-ci ont accepté de faire allégeance au RPG. Donc ça, c'est après les élections législatives, Monsieur le Président, c'est bien cela? Non, c'est pas après ça, c'est avant, depuis 2011. Vous vous souviendrez que la dissolution, on en a débattu ici, mais malgré ça, quand même, vous avez attendez, mais avant d'aller aux législatives, on a revendiqué les élections, l'organisation des élections. Mais pas avec une telle insistance que celle non, qu'on connaît attendez. Il y a pas avec telle insistance parce que nous avions accepté que les communales soient organisées après les législatives. Okay. C'était la condition. Oui, on l'a accepté parce qu'on ne pouvait pas laisser continuer comme ça ces délégations spéciales, dont d'ailleurs le rôle était suffisamment nocif pour nous pendant les élections législatives. Mais ceci dit, il faut qu'on essaie de faire un effort dans l'instauration de l'état de droit. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas victime de vous-même finalement à la fin du compte, de concession en concession? Oui, alors attendez, parce que les concessions, non, attends, c'est très important. Est-ce qu'on n'est pas victime de concessions? Nous sommes d'une opposition responsable. Lorsqu'il y a un dialogue, nous faisons des concessions sur un point. Le pouvoir, lorsqu'il est de bonne foi aussi, à la pression de la communauté, on fait des concessions. C'est pour montrer qu'on n'est pas toujours absolument rigide. Mais sinon, depuis avril 2011, nous avons demandé l'ouverture d'un dialogue afin que nous puissions définir un programme, un calendrier électoral qui comporterait l'organisation des élections communales et des élections législatives. Mais on ne l'a pas obtenu. Et lorsqu'on s'est réunis, donc en juin, puisque c'est le seul dialogue sérieux qu'on a eu, d'une de nos premières revendications, c'était de coupler d'abord les élections communales avec les élections législatives. On a dit que ce n'est pas possible. Alors, monsieur Diallo, vous avez participé à l'organisation d'élections sous le régime Conté. Dites-nous comment ces conseils communaux peuvent agir sur le résultat d'un vote. D'abord, ce n'est pas le plus important. Il y a l'impact. Je vais vous dire l'impact. Les gens parlent beaucoup de la contribution à la fraude. Mais lorsque dans nos villages, le président du district, il est considéré comme un chef de village. Lorsqu'il fait la campagne pour le parti au pouvoir, ça a un impact. Ne voyez pas que seulement Conakry. Ne voyez pas seulement les communes urbaines, mais dans les villages, les chefs de district ont été remplacés où ils ont fait allégeance au parti. Lorsque il y a les élections dans leur village, le chef de village fait la campagne pour le parti au pouvoir, en utilisant tous les arguments que vous connaissez, ça porte préjudice à l'opposition. Parce que c'est le chef du village. Il est respecté. D'abord, il est choisi. Même l'opposition, même le pouvoir. Ce qui est plus important, Monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas s'il jouait un rôle technique dans le processus du vote? De toutes les façons, le chef de village peut avoir la liberté politique de mener campagne pour quel candidat il veut, mais au niveau où il n'influe pas techniquement dans le vote. Si le militant a des convictions, je ne vois pas du tout, en tout cas. Et peut-être si attendez, vous êtes en train de me décevoir. Attendez, je vais rappeler deux choses. Attendez, non, Roby, attends. Le président de la République décide de dissoudre en violation flagrante des dispositions du Code des collectivités les conseils communaux élus. Et il nomme des délégations composées exclusivement de gens du RPG. Or, les délégations spéciales dans le Code des collectivités ont une durée de vie de 6 mois. Au terme de 6 mois, on doit organiser des élections. Il viole la loi en procédant à la dissolution des conseils communaux. Il viole la loi en maintenant la délégation spéciale au-delà de la... Tout ça, ça ne vous dit rien. Il faut quand même qu'on revienne, à la normalité. Parce qu'il a d'abord intérêt à ce que ces délégations spéciales soient là pendant les élections. Vous avez dit quel impact? Alors je reviens à la question. Mais le simple souci de vouloir instaurer l'état de droit, de respecter nos lois de la République, aurait pu conduire l'État et la CENI à organiser ces élections communales depuis 2006. Ils ne l'ont pas fait. Mais puisqu'ils savent aussi qu'ils ont des délégations communales issues de leur parti et qui peuvent aider. J'ai parlé de la campagne. Maintenant pour la fraude, la participation. Les conseils communaux, les élus locaux sont des partenaires de démembrement de la CENI dans l'organisation des élections. Lorsqu'ils viennent, que ce soit pour la révision des listes, la distribution des cartes, la composition des bureaux de vote, ils font des propositions. C'est eux qui connaissent leur localité. On ne peut pas
dire que vous venez en tant que CENI, vous organisez des élections sans travailler avec les autorités de la localité. C'est pas possible. C'est une autorité à la fois administrative, mais aussi politique. Ils sont élus, mais ils représentent aussi l'État dans le district. Donc, quelque part, des répressions à suivre. Hein, si, quelque part, on ne suit pas, en tout cas, les indiques que ces chefs de village, comme vous le dites, ou c'est pas conduit. Attendez, nous devons tous, et vous et nous, faire l'effort d'amener l'État guinéen a respecté. Mais c'est ce que nous essayons de faire tous les matins dans cette émission. On va essayer de dévoiler un peu parce qu'on a pris par le temps. On va revenir sur cette déclaration. Non, c'est important. La déclaration de Paris. On sait que vous avez fait une rencontre récemment, vous, Sidya Touré et Lansana Kouyaté du côté de Paris. Eh bien, sauf que après cette rencontre, Remou en Guinée, du côté de l'opposition, du côté de la mouvance présidentielle, déjà ça s'annonce dès jeudi. Aujourd'hui, on a peur. Qu'est-ce qui va se passer, Monsieur le Président, aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se dire que nous rentrons finalement dans une phase de crise sans précédent en Guinée-Conakry? Oui, je dois avouer que la crise va s'aggraver. Mais il faut savoir quelle est... s'aggraver, c'est fort ça. La crise existe. Dès lors que les engagements pris dans le cadre des accords ne sont pas respectés. Dès lors que les lois de la République sont violées de façon récurrente par le voie. Dès lors que les droits de l'opposition ne sont pas respectés, c'est une crise. Lorsqu'on refuse d'ouvrir le dialogue, vous êtes là depuis avril 2014, depuis la mise en place de l'Assemblée, nous avons demandé l'ouverture du dialogue pour d'abord faire le point de la mise en œuvre des dispositions de l'accord du 3 juillet et ensuite pour avoir une visibilité sur l'organisation des échéances électorales. Nous avons les communales et la présidentielle. Avril, on a écrit au Premier ministre, 2014, pour demander l'ouverture de cette réunion, pour qu'on discute, d'abord qu'on évalue la mise en œuvre de l'accord, parce qu'il y avait 4 points qui n'étaient pas appliqués, et ensuite qu'on ait une visibilité sur l'organisation des élections, parce qu'il y avait 2 échéances électorales à organiser, les élections communales et l'élection présidentielle. Ils ont refusé. À Paris, vous avez parlé, on va revenir un peu à la déclaration, vous avez parlé d'illégitimité du président de la République. Absolument. Sur quel argument fondez-vous ce mot? Mais il fallait lire tout le texte. Oui, mais on a lu tout le texte. Vous avez même appelé à l'élaboration d'un gouvernement. D'un programme de gouvernement. Dans le cadre de l'alternance. Parce qu'on est... Non, mais on n'a pas vu ce mot-là dans le cadre de l'alternance. Non, on a dit que ne figure pas dans la déclaration. Allez-y, Monsieur le Président. Voilà, alors, pourquoi le président Alpha Condé n'est plus légitime? Parce qu'il ne respecte pas la loi. Il ne respecte pas la Constitution. On a cité un certain nombre de lois qu'il a violées. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Il a violé le code foncier, ce qui n'est pas cité là-dedans. C'est cité là-dedans. Vous faisiez par exemple la réquisition contre les biens de Santilo ici. Une réquisition où il y a $1 million de loyer versé à l'État de manière arbitraire, sans que la justice, décret du président de la République, s'est réquisitionné, ça appartient à l'État. Dans quel pays vous avez vu ça? Ça n'existe. Je donne qu'un exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont été victimes d'expropriation arbitraire. Vous prenez Résidence 2000. Ils ont été aussi expropriés alors qu'ils ont le titre foncier et tout. Il y a beaucoup de cas. Le processus électoral, Monsieur le Président. Sur le processus électoral, non, vous avez dit les violations. Vous avez dit pourquoi il est illégitime. Il devait faire la déclaration de ses biens. C'est dans la Constitution. Il n'a pas fait. On a cité. Il a dissous les conseils communaux. Attendez, lorsque de manière récurrente, un président de la République viole la Constitution et les lois de la République, il doit être déféré devant la Haute Cour de justice. Absolument. Donc, attendez, à faute... Non, écoutez, je n'ai pas dit légalement, mais légitime. Il n'a plus la légitimité parce qu'il ne respecte pas les lois de la République. Alors, pourquoi vous ne saisissez pas la Cour constitutionnelle dans ce cas? Qui n'est pas mise en place, hein, Roby. Ah oui, pardon. Attendez, ce qu'on a fait ici, ce qu'on a vu ici, Alpha Condé faire, dans aucun État moderne, ça peut se faire. La loi sur l'institution nationale indépendante des droits humains. Il y a la procédure. Il n'était pas satisfait parce qu'il veut tout contrôler, toutes les institutions. Mais cette institution semblait lui échapper. Et elle va contribuer aussi à la mise en place de la Cour constitutionnelle qui risque de lui échapper. Il n'était pas à l'aise. Il a reçu la loi approuvée, votée par le CNT depuis juillet 2011. Il a attendu de savoir s'il allait avoir il était convaincu d'avoir une majorité qualifiée à l'Assemblée pour renvoyer la loi en seconde lecture et la modifier à sa guise. Lorsqu'il n'a pas eu ça, il a préféré la faire modifier à la présidence avant de la promulguer. On a saisi la Cour suprême. Vous savez, la Cour suprême, ici,
Il n'y a pas la justice et un féodé. Vous n'avez pas de recours ici. Donc, ça, on a saisi. Et puis, il y a déjà même le GDH qui a démissionné de l'INDH compte tenu du tripatouillage de la loi approuvée. Ça, on a dit qu'on assimile ça à une haute trahison. Un mot sur vos décisions, parce que vous avez décidé de vous retirer momentanément de l'Assemblée nationale. Bientôt, la session des lois, c'est au 7 avril. Et, vous avez décidé de ne plus reconnaître la CENI. C'est là où c'est intéressant parce que vous dites que vous ne reconnaissez pas cette CENI, l'organe électoral, mais en même temps, vous participez à travers vos représentants à la base à la mise en place des démembrements. Expliquez-nous quel effet à attendre de ces décisions, M. Diallo. Nous avons dit que nous ne reconnaissons plus la CENI. Cette CENI nationale, nous avons des problèmes avec elle. C'est elle qui a montré d'abord sa subordination au président de la République. Je vous ai expliqué dans quelles conditions ce calendrier a été adopté. Ce n'était pas son choix. Mais dès que le président a dit « je ne veux pas d'élection communale, je vais aux élections avec ces délégations », elle s'est arrangée pour faire passer la décision. Nous avons dit que nous suspendons notre participation aussi à l'Assemblée nationale. Jusqu'à nouvel ordre. Ça aussi. Pour le démembrement existe depuis 2010. Il s'agissait de le réconcilier, c'est-à-dire le travail était suspendu. Pour ne pas recommencer tout le travail, puisque nous n'avons pas de problème au niveau des démembrements, nous avons des problèmes au niveau de la CENI nationale. On a dit, bon, si les démembrements sont à reconstituer, c'est-à-dire c'est comme s'ils étaient suspendus. Maintenant, on les reconstitue. Au lieu de on dit, bon, il n'y a pas de problème. Si on reconstitue, ceux qui étaient là-bas devraient être là-bas, à ce stade-là. Mais au niveau de la CENI nationale, qui est vraiment, qui n'est ni indépendante, ni compétente, parce qu'on a dénoncé son incompétence. Mais beaucoup d'observateurs trouvent cela assez paradoxal, monsieur le président de l'UNDG. Si vous permettez. Voilà, vous parlez de la Commission électorale nationale indépendante. Sa version actuelle est bien entendu le résultat d'un accord de cette classe politique. Vous vous êtes attendu pour avoir une CENI qui soit complètement politisée. Mais également, quand on parle d'élection, du chronogramme ou d'inversion de l'ordre des élections, ça a été publié par la Commission électorale nationale indépendante. À elle, il appartient de donner les raisons qui pourraient expliquer cette inversion de l'ordre des élections. Pourquoi s'en prendre directement au pouvoir en place si vous estimez que c'est parce que l'institution n'est pas du tout indépendante, mais vous y avez quand même envoyé vos représentants. Ça, c'est la première question que j'ai posée. Au niveau de la loi de finances, quand on parlait de ce budget, est-ce que vous avez tout fait pour que le budget des communales soit inclus? Oui, alors par rapport à la CENI, elle a été mise en place en 2012, après vraiment un combat acharné mené par l'opposition. Mais dans la conception de la loi n'avons pas eu la satisfaction de toutes nos revendications. Vous vous souviendrez qu'on a décidé, on était d'accord sur le principe d'avoir une CENI paritaire où la mouvance devait être représentée dans les mêmes conditions que le pouvoir. Mais ça n'a pas été le cas. Parce que non seulement ils ont dit qu'ils donnaient 10 au pouvoir, mais qu'ils donnaient 2 au gouvernement et 10 à l'opposition. Le gouvernement, c'est la mouvance dans tous les pays du monde. C'était déjà un déséquilibre. Ensuite, ils nous ont retiré un commissaire qu'ils ont attribué d'office à quelqu'un à l'époque qui n'était pas vraiment de l'opposition. Vous comprenez? Vous vous souvenez qu'on avait à l'époque. Est-ce qu'il est aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il est avec vous? Parce qu'il a dit que ces 2 députés ne se retireront pas de l'Assemblée. C'est un centriste, il a toujours revendiqué de toute façon de ce côté. Mais ce qui est bien, on va essayer d'évoluer un petit peu parce que là il est 10h23, monsieur le président. On sait que vous avez eu cette rencontre avec Sidia Touré, avec Lansana Kouyaté. Tenez, on va essayer de faire un focus sur Lansana Kouyaté parce que lui il a vu le jeu depuis le départ. Finalement, il n'est pas allé à l'Assemblée nationale. Vous lui donnez raison aujourd'hui. Si on faisait l'autocritique de cette opposition, qu'est-ce que vous diriez franchement? Non, c'est important, Roby. Justement, parce que c'est bien de dire. Est-ce que cette opposition n'est pas victime aujourd'hui d'elle-même du nombre énorme de revendications qu'elle pose à chaque fois sur la table? Est-ce que finalement vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut réellement négocier? Écoutez, d'abord la première question, est-ce qu'il faut donner raison à Lansana Kouyaté? Parce qu'on a eu des divergences sur la question de savoir s'il fallait siéger ou pas. Ou pas à l'Assemblée nationale. Oui, à l'Assemblée nationale. Et il a même, c'est pas un prédicateur. Lui a refusé de siéger. Mais il a déjà dit ce qui va se passer, en dire oui, il va vous faire poireauter un petit peu en ce qui concerne cette date des élections présidentielles communales. Et entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Il va prolonger son mandat pour 7 ans. Il l'a dit, le président Kouyaté, il l'a dit. Tout ce qui arrive aujourd'hui. Ah ben oui, tout ce qui arrive aujourd'hui. Je pense que le motif... Peut-être que c'est un voyant. Attendez.
Alors, le motif qu'il avait invoqué à l'époque, c'était la fraude massive qui avait entaché justement ces élections et que, notamment en Haute-Guinée, un peu partout, mais vraiment... Il avait dit de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Oui, il a dit qu'il ne siégeait pas. Avait-il raison aujourd'hui? Oui, il ne siège pas puisque les élections n'ont pas été régulières. Sinon, il a participé aux élections. Oui, on a participé ensemble aux élections. Mais compte tenu des résultats et de la fraude qui a entaché les élections, il a dit qu'il ne voulait pas qu'on siège. Puisque nous avions tous admis qu'il y a eu beaucoup de fraude. C'est là la différence. La raison, c'était ça. Pour moi, en tout cas, en ce moment-là. Vous donnez raison aujourd'hui au regard de la situation? Oui, nous savions déjà que les élections étaient entachées d'irrégularités. Oui, mais aujourd'hui, vous n'arrivez quand même pas les grandes gueules. L'Assemblée nationale. Oui. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Oui, tout à fait. Est-ce que vous lui donnez raison? À cet égard, bon, à cet égard, il a raison. Il a raison. Peut-être qu'il fallait même pas participer peut-être aux élections. Voilà, peut-être. Ben, parce qu'on n'avait pas réuni toutes les conditions d'une élection transparente et équitable. Vous savez bien que... bon. Allez. Alors, est-ce que dernière question, Abakar. Dernière question. Ouais. Est-ce que vous irez, Monsieur le Président, à cette opposition jusqu'à un boycott de l'élection présidentielle? Nous allons nous battre. Notre vocation, c'est de participer aux élections, c'est de ne pas de boycotter. Nous allons nous battre jusqu'à ce que nous obtenions les conditions, que soient réunies les conditions d'une élection libre et transparente. Mais le temps imparti est court. Oui, mais le combat, vous savez, vous avez plusieurs vous donnez les moyens de vos ambitions. Vous avez plusieurs fonds aujourd'hui. Vous avez la CENI, vous avez les conseils communaux, vous avez le pouvoir en place. Vous avez beaucoup de choses en face. Vous pensez qu'en 7 mois, toutes ces questions peuvent être résolues? Oui. En attendant, le peuple est quand même pris dans le piège politique. Oui, regardez, pour les communales, tout est prêt. Je vous ai dit, même les papiers pour l'impression et les machines sont achetés. Tout est là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique de le faire. Nous avons un quel adversaire en fait de fond, c'est le gouvernement. Le gouvernement met le pied sur tout, il a infoué de toutes les institutions. Vous ne pouvez pas aller à la justice, vous ne pouvez pas compter sur la CENI, vous ne pouvez pas, hélas, compter sur l'Assemblée. Partout, c'est la volonté de Alpha qui s'impose. Et vous vous souviendrez que oui. Ouais, Monsieur le Président, cette phrase, quoi qu'il fasse, Alpha Condé partira en 2015. Un commentaire là-dessus, c'est vous qui l'avez dit hier. Oui, non, il va partir en 2015. Non, parce que d'abord, l'essentiel... Vous dites que vous ne voulez pas d'élection en 2015. Non, on n'a pas dit ça. Je dis aujourd'hui, vous savez, vous êtes Guinéen, vous êtes dans les quartiers, vous êtes dans les administrations, personne n'en veut plus. Ouais. Tout le monde est déçu. Nous nous battons pour qu'il y ait la transparence des élections. Dans ces conditions, on le fait partir par les urnes, de la manière la plus élégante. Parce que personne ne croit plus en lui. Voilà. Vous le savez, les gens souffrent, les engagements pris n'ont pas été respectés, les gens sont déçus. Écoutez, et puis vous savez, depuis qu'Alpha Condé est là, combien de malheurs se sont abattus sur la Guinée? Quand vous dites que personne n'en veut plus, je vous signale qu'il n'y a jamais eu de pléthore de mouvements de soutien au pouvoir en place, que maintenant on entend CNC, Prac, Crac, et tout ça. C'est une question de... Allez, on va essayer de passer à cette petite rubrique. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Et ça ne le ressemble pas du tout. Notre invité ce matin, Koto Selou, que vous voyez à l'écran sur Espace TV. Merci à vous qui nous regardez du côté de Casamance, très nombreux aussi du côté de Madagascar, entre autres. Demain, dans cette émission, notre invité, c'est bien sûr Donkas. Oui, suivez mon regard. Kassori Fofana, oui, qui revient sur les GG. Il sera notre invité demain. Si vous avez des questions à poser, évidemment, c'est maintenant qu'il faut se préparer. Il n'y a aucun problème là-dessus. Oui ou non, la rubrique, vous nous connaissez très bien, Monsieur le Président. Vous répondez par oui ou par non. Et derrière, vous avez 2 minutes 30 secondes pour parler à ces nombreux militants à l'écoute de la radio Espace et en même temps qui nous suivent à la télévision sur Espace TV. Ahmed Camara, première question, oui ou non? Alors vous êtes le chef de file de l'opposition. Il y a même une décision de l'État qui vous attribue cette place. De l'Assemblée. De l'Assemblée. Oui ou non, on ne vous voit pas à côté du président de la République passer pour vous. Il est illégitime. Non. Non. Roby. Oui ou non? À la finitude de toute cette crise, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est pour aller finalement aux élections. Oui ou non? Le 11 octobre. Quoi qu'il arrive. Pas quoi qu'il arrive. Nous ferons tout pour que les conditions d'une élection transparente soient réunies d'ici là. Voilà. Allez, Moussa Moïse, oui ou non? Le rapprochement entre vous et l'UFR, union de colosse au pied d'argile.
Non, c'est pas. Nous ne sommes pas unis au pied d'argile. Nous sommes une force redoutable qui a mis en déroute les troupes du RPG à Kaloum, dans la capitale. Il n'y a eu aucun député grâce à l'alliance UFR-UFDG. Oui ou non, les communales avant la présidentielle, un vœu pieux? Non, c'est pas un vœu pieux. Alors, moi, je pose la question autrement. Oui ou non, jamais les communales avant et jamais la présidentielle avant les communales? Oui ou non? Oui. Oui. Alors, voilà. on parle d'union de l'opposition pour aller, c'est-à-dire 10 secondes, Ahmed. Candidature unique. Ouais. Oui ou non, il est impossible qu'il y ait des élections présidentielles sans M. Cellou Dalein Diallo? À la candidature unique. Que ce soit unique ou pas, peu importe. Oui, je participerai aux élections, à l'élection présidentielle. Non. Je sais que vous allez participer, mais vous pouvez soutenir quelqu'un et participer. Ouais. Non, oui ou non, monsieur serait candidat. Je suis candidat à la candidature de mon parti. Voilà, c'est bien dit. Allez, ça tremble, hein. Monsieur le Président, beaucoup de caméras dans ce studio. Vous êtes sur Espace TV, évidemment. Le président de l'UFDG, notre invité ce matin, vous allez affixer cette caméra. Pour ces téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, qu'est-ce que vous avez à dire à ces nombreux militants qui nous regardent à la télévision et qui nous écoutent à la radio? Je vais lancer un appel à mes compatriotes guinéens pour dire que notre pays est en danger. Il est l'otage d'un clan. Et non pas d'un parti politique, mais d'un clan. Ce n'est pas le RPG qui gouverne, c'est un clan autour de Alpha Condé qui pille nos ressources. Il faut qu'on se lève pour exiger le respect des règles et des principes démocratiques. Avec M. Alpha Condé, il ne faut pas s'attendre qu'il respecte la loi, les bonnes pratiques, la logique ou la vérité. Il ne travaillera qu'en fonction de ses intérêts. C'est à nous de défendre nos droits. Mobilisons-nous, rassemblons-nous, soyons vigilants et déterminés pour refuser la dictature, qu'une nouvelle dictature s'instaure dans notre pays. Il n'y a que nous désormais qui pourrions changer le cours de l'histoire de notre pays. Et je sais que le Guinéen de toutes les régions, de toutes les ethnies, de toutes les sensibilités, aujourd'hui souhaitent que notre beau pays soit géré dans le respect des règles de l'état de droit, pour qu'il y ait plus de justice, plus de sécurité et de meilleures conditions de vie pour l'ensemble de notre peuple. Mais cela ne peut être obtenu que si nous réussissons à faire partir Alpha Condé du pouvoir, parce qu'il n'a pas le sens de solidarité et de responsabilité nécessaire à l'amélioration des conditions de vie de notre peuple et à la réconciliation de nos compatriotes. Voilà, minute bonus, allez-y Djibril. Très rapidement, on a suivi la dernière fois la conférence de presse, une première pour le tout nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui égrenait la liste des personnes qui auraient été interpellées dans le cadre de l'assassinat de M. Gaouné. Eh bien, on apprend que ces informations ne sont pas confirmées de sources policières et judiciaires, parce que moi j'ai pris langue avec des sources policières qui ne confirment pas du tout l'arrestation ou l'interpellation des personnes. Peut-être que le ministre lui-même l'a arrêté. Oui. Ne rentrez pas dans cette... Peut-être que le ministre lui-même l'a arrêté. Monsieur le Président, merci beaucoup en tout cas d'être passé dans cette émission ce matin. Pardon? Merci beaucoup d'être passé dans l'émission ce matin. Merci, c'était toujours un plaisir de vous retrouver, cette belle équipe qui fait beaucoup pour justement les informer et susciter le débat entre les acteurs, mais aussi les citoyens. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, on a terminé ce matin. Demain, Kassouri Fofana, notre invité dans cette émission. Continuez à réagir, GG au 8037 ou tout simplement le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. On se quitte là-dessus. Demain, on se retrouve avec toute l'équipe. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.